sur Instant Santé. Qualifiée d'épidémie mondiale, l'obésité a pris de plus en plus d'ampleur au fil des années, affectant ainsi toutes les tranches d'âge. En 2016, plus de 650 millions d'adultes étaient obèses et plus de 340 millions d'enfants et d'adolescents étaient en surpoids ou obèses. Des études ont même démontré que ce fléau tuerait plus que la malnutrition ou la faim. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Damas Ngwata Missima, diététicien nutritionniste et chef de service alimentation au centre hospitalier universitaire Jeanne Ebouri. Bienvenue, M. Ngwata. Bonsoir, madame. Alors, l'obésité est un véritable problème de santé aujourd'hui. Pouvez-vous nous donner la cause et nous donner la définition même de l'obésité? Oui, véritable problème de santé publique au vu des chiffres qui s'offrent à nous. L'obésité, selon l'OMS, donc c'est vraiment une accumulation anormale de mauvaises graisses dans l'organisme, pouvant donc apporter des dommages à celui-ci. La cause? On ne peut pas parler de la cause, on va plutôt parler des causes. L'obésité, c'est un phénomène multifactoriel. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en cause. Aujourd'hui, c'est vrai, la cause la plus connue, elle est d'ordre alimentaire, mais on parle aujourd'hui de plus en plus de mode de vie plutôt que de l'alimentation proprement dite. Comme on parle d'une accumulation de graisse, tout de suite on comprend, n'est-ce pas, donc le mode de vie à l'occidental qui fait que nous ingurgitons aujourd'hui 10 fois plus de matières grasses, de sucre et de sel que ne le faisaient nos parents il y a 20-30 ans en arrière. Ça va être la principale cause. Mais nous savons que ces graisses que nous accumulons ne sont pas pratiquement éliminées de par l'absence d'activité physique, l'augmentation de la sédentarité aujourd'hui, qui est due à d'autres paramètres, des paramètres que nous connaissons, du genre l'augmentation du temps de contact avec nos écrans. Nous savons également la mécanisation de nos emplois aujourd'hui. La machine partout a presque remplacé l'homme qui ne bouge plus assez, le développement des transports. En plus de l'alimentation et de la sédentarité, il faut voir vraiment le monde dans lequel nous vivons. Tout le monde est vraiment en perpétuel mouvement. Le stress faisant, les gens vont se mettre à grignoter, les gens vont avoir des habitudes alimentaires nouvelles avec la consommation des aliments hautement transformés, c'est-à-dire qui sont riches, très riches en calories. Et après, comme je disais, multifactoriel, parce que le stress va entraîner donc des problèmes psychiques où certaines personnes, pour peut-être des problèmes de couple ou des problèmes de travail, etc., vont développer un stress qui va les amener à engloutir des quantités d'aliments parfois incontrôlables. Ou alors ce stress va par exemple dérégler entre autres certaines fonctions hormonales qui vont faire que, qu'on le veuille ou pas, mais on va prendre suffisamment de poids. Et au-delà de ces causes, y aurait-il aussi des causes peut-être génétiques? Bien sûr, les recherches scientifiques ont démontré d'ailleurs que un enfant issu de deux parents obèses a 66% de chances par là de naître lui aussi obèse, d'avoir une macrosomie, c'est-à-dire un grand poids à la naissance et parfois avoir des problèmes à éliminer ce poids. Aussi, si c'est un des parents qui est obèse, ce sera autour de 50% de chances que cet enfant soit obèse. Et si aucun des parents n'est obèse,
Le pourcentage, il est là, il est très bas, autour de 10% quand même. C'est quand même possible d'avoir un enfant obèse quand les deux parents ne sont pas obèses? Oui, bien sûr, bien sûr. On sait qu'il n'y a pas que les deux parents dans tout ça. La maman, elle a sa famille, elle a ses parents, où il y a peut-être eu des obèses, et peut-être qu'elle porterait peut-être au moins cette tare et autres. Le papa, n'en parlons plus. Mais après, il y a bien sûr des habitudes alimentaires, selon que on voit même de plus en plus. Je suis un adepte du sein maternel. On voit que les enfants qui naissent avec un poids normal, mais qui sont nourris par exemple au biberon par des laits artificiels, ils ont plus de risques de développer l'obésité. Justement de développer une obésité que ceux qui sont nourris au sein maternel. Donc génétiquement, oui, il y a aussi des risques d'obésité. D'accord. Monsieur Ngweta, quelle est la différence entre surpoids et obésité? Parce qu'on a tendance à un peu confondre les deux. La différence ou la nuance qu'on pourrait apporter, moi je dis l'obésité, c'est le plus souvent ça peut être une complication du surpoids, d'accord? Ah. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en surpoids, eh bien, si rien n'est fait, tout tournant toujours au sens des aiguilles d'une montre, on risque de basculer sur l'obésité. Et pour cela, on se réfère à un marqueur, une mensuration qui est l'IMC. La BMI en anglais, IMC, indice de masse corporelle, c'est un rapport qu'on calcule entre le poids et la taille, et il est déterminé en kilogrammes par mètre carré. L'OMS donne des normes au sujet de cette IMC qui est de 18,5 kg par mètre carré à 25,0 kg par mètre carré. D'accord? En deçà de 18, on parle d'une maigreur. On dit que quelqu'un commence par exemple une maigreur. Entre 18 et 25, on dit que nous avons un poids santé, un poids normal. L'idéal serait autour de 22,5 kg par mètre carré. Mais après 25 kg par mètre carré, il y a des gradations, d'accord? Entre 25 kg par mètre carré et 30 kg par mètre carré, nous sommes en surpoids, d'accord? Nous sommes en surpoids. Maintenant, au-delà, ça va être gradatif aussi. Entre 30 et 35, nous sommes en obésité de grade 1. Entre 35 à 40, une obésité de grade 2. Et au-delà de 40, c'est une obésité dite morbide, où on est plus une charge que autre chose. Ok, et comment calculer cet indice de masse corporelle? Est-ce qu'on peut le faire à la maison ou il est nécessaire d'aller vers un professionnel? Tout le monde peut le faire. D'accord. Tout le monde peut le faire. Mais même ma maman au village, ma grand-mère au village peut le faire elle. Il y a des indices que je vais vous donner, D'accord. Mais le tout va être au niveau de l'interprétation qu'on en fait. Ok. Comme je vous disais, c'est un calcul simple qui se fait entre le poids de la personne et la taille au carré. On a 50 kilos, par exemple, oui. Et on mesure 1,65 m, ce serait en centimètres. Donc on va faire 1,65 multiplié par 1,65. On trouve ce qu'on trouve. On va mettre déjà 50 divisé par ce qu'on a trouvé. Et c'est le résultat qui va être interprété. Donc c'est ce résultat qui, lorsqu'il est entre 18 et 25, on dira de la personne qu'elle est à un poids normal. Mais nous savons que là-dedans aussi, il y a des bornes inférieures et des bornes supérieures. Okay. Un IMC autour de 18,5 ne nous met pas dans la maigreur, hein, mais nous savons tout de suite que nous penchons plutôt vers la borne, la sortie, borne inférieure. Tout comme un IMC autour de 25, 24, 8, 24, 9 ne nous met pas en situation de surpoids, mais nous savons que de là à basculer vers le surpoids, eh bien, le fossé est très mince. Il est quand même nécessaire d'aller vers un professionnel, un nutritionniste qui peut nous aider à mieux interpréter. Forcément, maintenant, après
les mesures changent. Hein. Lorsqu'on a peut-être moins de 20 ans, 25 ans, on est peut-être appelé à grandir. Il faut qu'on prenne votre taille exacte. Il faut qu'on prenne votre poids exact dans les mêmes conditions. Donc ça varie au fur et à mesure qu'on prend en âge. Et qu'on prend de l'âge. Et après, on sait aussi que quand on est déjà adulte, hein, on ne grandit plus, on a plutôt tendance à redescendre, bon, tout cela. Depuis quelques années, les rondeurs sont devenus un symbole de beauté par excellence. N'est-ce pas là un moyen d'encourager le surpoids ou l'obésité? De plus en plus, les femmes se livrent à des pratiques peu orthodoxes. Oui. Et ce sont souvent des hormones de croissance qui sont comme ça inoculées dans l'organisme par les diverses voies, etc., diverses voies d'application. Et c'est plutôt là le danger parce que ces hormones de croissance peuvent interférer dans l'organisme, hein, avec d'autres produits médicamenteux, même avec des aliments, et souvent créer ce que nous avons déjà dit tout à l'heure, le dérèglement hormonal. Oui. Après, on sait comment gagner ces rondeurs, mais la difficulté va être de les perdre. On risque de les gagner de façon indéfinie comme ça. Et puis, effectivement, je trouve, comme vous le dites si bien, que ces pratiques sont vraiment de nature à encourager un tant soit peu l'obésité. Monsieur Ngouatta, les chiffres sont alarmants. Vous les avez précisés tout à l'heure. Plusieurs millions d'enfants et d'adultes sont affectés. Et selon l'OMS, les chiffres progressent de jour en jour. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette progression au fil des années? C'est l'alimentation au mode occidental. Tout le monde veut vraiment vivre comme en Europe. Il y a même des Africains qui sont en Afrique qui voudraient vivre comme en Europe. C'est là tout le paradoxe. Les bonnes vieilles méthodes ont disparu, où les gens pouvaient rentrer chez eux à midi, manger, prendre correctement leur petit déjeuner avant de sortir, à la limite faire des lunchbox, hein, pour emporter au lieu de travail pour manger. On n'a plus de temps, le monde est pressé, tout le monde s'offre à ce que nous appelons l'alimentation transformée, l'alimentation industrielle. Et ce qui fait que vraiment nous mangeons très gras, nous mangeons très salé, nous mangeons très sucré. Nous n'avons plus suffisamment de temps pour digérer. D'accord. Vous êtes nutritionniste au centre hospitalier universitaire Jeanne Eboury. Rencontrez-vous de façon récurrente des cas d'obésité? Oui, sans embâche, je vous le dis, nous rencontrons énormément des cas d'obésité, des femmes qui ne maîtrisent pas souvent l'alimentation au courant de leur grossesse, qui prennent énormément de poids. Voilà, beaucoup de poids. Et on sait ce que ça fait, des accouchements difficiles, des césariennes, et parfois même des macrosomies, c'est-à-dire des enfants qui viennent avec un poids énorme. Il peut y avoir souvent des souffrances fœtales. La femme aussi, elle est très fatiguée, par exemple, de pousser un enfant de gros poids. Au niveau des enfants eux-mêmes aussi, oui, de plus en plus, nous recevons des cas de malnutrition en général, mais quand on parle de malnutrition, souvent on voit la malnutrition par carence. Bon, il n'y a pas que malnutrition par carence, il y a aussi de la malbouffe par excès. Oui, de plus en plus, on voit de jeunes enfants, de moins de 12 ans, moins de 15 ans, qui arrivent à l'hôpital. Alors le Gabon est tout aussi concerné par ce phénomène mondial. Regardons ensemble ce reportage de Sabrina Koundipenda. Vanessa, Instant Santé, c'est aussi recueillir les témoignages des personnes vivant avec certaines pathologies. Et aujourd'hui, nous sommes à Bangos, un quartier de la commune de Libreville. Et nous allons de ce pas rencontrer Auréole Rumbu, une trentenaire actuellement en situation d'obésité. Elle a décidé de nous ouvrir son cœur. Suivez-moi.
Bonjour Madame Auréole Rumbu, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue, suivez-moi. Je vous suis Madame. Prenez place. Merci. Auréole Rumbu, vous êtes infirmière diplômée d'État polyvalente et maman de 2 magnifiques enfants. Depuis combien d'années êtes-vous dans cette situation d'obésité? Oh oui, depuis ma naissance, dans le ventre de ma maman, je suis le seul enfant qui est né grosse, qui a grandi grosse. Mais au fil du temps, avec les maternités, mon corps a commencé à se transformer. Ce sont donc les maternités qui ont déclenché. Effectivement, oui, ce sont les maternités. Et vous avez avec vous des photos qui montrent comment vous étiez plusieurs années en arrière? Oui, oui, effectivement. J'ai ici, je vous présente ici mon premier fils. Lorsque j'ai eu à faire mon premier fils, voici c'était ça mon corps. Et après, ça c'est après l'accouchement de mon second enfant. Voilà. Vous avez des photos qui montrent bien que, au fil des années, vous avez subi des transformations. Et comment avez-vous vécu ces transformations-là? Bon, au fait, ce n'était pas facile pour moi, vu que je n'arrivais plus à faire certaines activités comme je le faisais avant, comme les activités sportives. Donc c'est un peu ça. C'était difficile pour vous? C'était très difficile. Et comment est-ce que la famille a accueilli tout cela? Bon, vu qu'eux, ils savaient, ils m'ont vu grandir, ils savaient que moi, au départ, j'étais grosse. Donc, du coup, pour eux, ce n'était pas nouveau. Et avec les maternités, comme je pouvais le dire, ce n'était pas étonnant pour eux. Mais par contre, c'est le regard des autres, des amis, un peu des critiques par-ci, par-là. Et comment est-ce que votre partenaire a accueilli tout cela? Bon, dès le départ, ce n'était pas nouveau pour lui. C'est pas mon corps qui l'a suivi, mais il a trouvé quelque chose, voilà, il a trouvé quelque chose en moi, il a vu quelque chose en moi et voilà, ce n'est rien. Par contre, il m'encourage aussi dans ce sens à faire un peu des petites activités sportives, un peu la marche, etc. La marche combien de fois par semaine? Bon, disons, même une fois, vu que je bouge aussi beaucoup. Il y a les études qui sont là, les stages, etc. Et comment est-ce que votre partenaire a vécu ces transformations? Bon, déjà, c'est vrai qu'au départ, lorsqu'il m'a croisée, je n'étais pas comme ça. Mais c'est après l'accouchement de l'enfant qu'il a commencé à voir ma transformation. Et il a commencé à se poser des questions. Mais tiens, tu es en train de prendre du poids. Il faut essayer de faire certaines pratiques, certains exercices sportifs, au moins pour essayer d'évacuer cela. Il fallait donc faire un travail personnel. Est-ce que vous avez également associé des spécialistes? Bon, des spécialistes, non. Mais j'essaie un peu de faire de mon mieux, de mon côté, en limitant certains repas par jour. C'est-à-dire que si je prenais, par exemple, 4 repas par jour, je limitais à 3. Et au fil du temps, ça allait. Et avec certains exercices que je fais. Est-ce que vous limitez, vous choisissez également le type d'aliments à consommer lors de vos repas? Qu'est-ce que vous privilégiez par exemple? Je privilège le plus souvent les légumes. Les légumes, voilà. Parce que déjà avec notre surpoids, c'est catégoriquement, je peux dire interdit à prendre des aliments trop riches en calories ou en lipides. Voilà. Vous prenez des légumes, c'est très bien, des légumes qui n'ont pas trop d'huile, pas trop de sel, c'est ça? Et côté sucrerie, est-ce que vous êtes abonné aux biscuits, aux bonbons, comme on dit? Je ne suis pas trop tentant dans ce sens parce que déjà c'est trop riche en sucreries. Donc c'est pas trop mon genre. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas ce désir-là d'aller vers un spécialiste pour mieux vous suivre? Bien sûr, comme vous pouvez le constater, certains nutritionnistes du pays, pour leur croiser, il faut avoir les moyens.
Voilà, je ne suis qu'une simple étudiante, donc du coup, je n'ai pas de possibilité de pouvoir croiser un nutritionniste. Voilà. Que pouvez-vous dire aux personnes qui vous regardent et qui sont dans la même situation que vous? Tout simplement de s'accepter soi-même, de ne pas se figer sur le regard des autres et aussi pratiquer régulièrement des activités sportives, limiter la prise des aliments riches en calories, en lipides, parce que le plus souvent, nous qui sommes en surpoids, nous sommes livrés à certaines maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, comme le diabète de type 2. Donc, vous voyez que je ne peux que me permettre de leur dire de s'accepter, premièrement d'abord soi-même et lutter contre cette situation. Voilà. Rares sont les personnes qui décident de témoigner à visage découvert comme vous l'avez fait, Madame Auréole Rumbu. Pour cela, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Et espérons que ce témoignage fortifiera et redonnera le sourire à ces personnes-là qui sont dans la même situation que vous. Voilà Vanessa, c'est ici que se referme ce témoignage avec Madame Auréole Rumbu en situation d'obésité. À très vite pour une prochaine aventure. Alors, Monsieur Ngouata, nous venons de regarder ce reportage, preuve palpable de ce combat difficile au quotidien. Comment réduire la charge de l'obésité au niveau de la société, mais aussi au niveau individuel? Bon, mais vous avez parlé tout à l'heure de l'alimentation biologique. Est-ce que c'est l'une des solutions? Oui, c'est l'une des solutions. Maintenant, après, le problème, il est multiforme. Hein? Il part déjà de nos gouvernants d'abord. Hein? Il faut qu'on insiste sur les IEC, les informations, l'éducation et la communication. D'accord? Je vois quand même qu'on ne le fait pas assez. C'est pourquoi je remercie Gabon 24 déjà pour cette initiative. C'est souvent, à mon avis, un peu l'ignorance qui amène les gens dans ce genre de phénomène, dans de mauvaises pratiques alimentaires. Il faut qu'on vulgarise ces informations, présentent clairement le danger hein, ou les dangers de l'obésité. Et que dans les écoles, dans les établissements, mais qu'on enseigne davantage vraiment la science nutritionnelle. Et la prise de conscience va être vraiment jusque dans nos ménages. Il faut qu'on revienne aux anciennes bonnes méthodes. J'ai vu, il y a jusqu'à un passé récent, le gouvernement, à travers ses programmes décentralisés, de l'agriculture, avait fait la promotion de l'agriculture sur bac, etc. et tout, où dans les ménages, tout le monde peut le faire. Oui. Tout le monde peut le faire. On peut cultiver nos pommes, on peut cultiver nos tomates à la maison, d'accord? Mais après, il faut qu'on se sente vraiment fier d'être africain en général et gabonais en particulier. Oui. Il faut qu'on mange gabonais. Et au niveau individuel, il faut faire plus de sport. L'homme, dans son génome par excellence, est un animal qui bouge, qui doit bouger énormément. Et ça, le manger, bouger, il faut que ça devienne une norme. Il faut que ça devienne une pratique qu'on va inculquer dans toutes les familles. Et là, il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que les familles, et même nos entreprises, tout le monde est concerné. Une éducation de masse. L'éducation des masses. Les entreprises, par exemple, gagneraient à emmener dans leurs entreprises des nutritionnistes pour former, n'est-ce pas, le personnel. Monsieur Ngouata, peut-on prévenir l'obésité? Ici, oui, comment? C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et l'OMS parle même de maladie et même de la chronicité de la maladie, mais ce n'est pas pour autant que ça puisse être une fatalité, d'accord? Je le dis, si les gens font certaines pratiques, c'est parce qu'il y a l'ignorance qui est là. Si on est suffisamment fixé sur les gestes qu'il y a à faire et qu'il n'y a pas à faire, on pourra bien s'en passer de l'obésité, d'accord? On va le faire en mangeant mieux, en mangeant équilibré.
en pratiquant régulièrement l'activité physique, en gérant mieux son stress. Et comme on dit, manger régulièrement 5 fruits et légumes par jour. Bien entendu, consulter quand il le faut, consulter les spécialistes, consulter les nutritionnistes. Alors, M. Ngouata, l'obésité représente un facteur de mortalité dans le monde. Quelles sont les véritables conséquences de ce fléau? Il y en a beaucoup. Nous savons depuis déjà, avec les études qui se mènent, que certains cancers aujourd'hui sont directement liés à l'obésité. Le cas par exemple du cancer du côlon et bien d'autres. Nous savons également aussi que l'une des conséquences de l'hypertension artérielle ou le diabète, parce que c'est ça qu'on appelle le syndrome X, les trois vont toujours presque de pair, obésité, HTA, hypertension artérielle et le diabète, dont les conséquences ne sont plus à présenter avec les AVC et tout autre accident cardiovasculaire. Des études ont montré également aussi des cas d'infertilité, des cas d'infertilité sur des personnes obèses. C'est d'ailleurs parce que les conséquences sont nombreuses que nous devons prendre à bras-le-corps ce problème d'obésité. Merci M. Damas Ngouata Missima d'avoir répondu à nos questions. En rappelant que vous êtes diététicien nutritionniste, chef de service alimentation au centre hospitalier universitaire Jeanne Boré. Nous retenons que l'obésité est un fléau qui nous interpelle tous. Il est possible de renverser la tendance. Il vaut mieux prévenir que guérir en allant consulter un nutritionniste, mais cela passe aussi par l'implication individuelle en consommant des aliments plus sains, comme le nutritionniste nous l'a dit, en consommant des aliments bio et une activité physique régulière. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très prochainement dans un nouveau numéro d'Instant Santé sur Gabo 24.